de lutte contre la corruption en milieu scolaire est une participation du CNRJ, peut-être à la qualification de la jeunesse, mais aussi à la défense des droits des jeunes, pour ne pas que le système participe à une malformation ou une mauvaise formation de la jeunesse. Voilà, Monsieur Horry, c'est déjà bien de constater, voilà, mon chargé à la communication l'a bien dit tout à l'heure, après la sympathie, on s'est investi donc dans la lutte contre la corruption. Et qu'est-ce que nous tirons d'ailleurs de cette activité? Pourquoi l'avoir menée en coalition, en symbiose, en synergie d'action, si vous voulez, avec 4 ONG sœurs? C'était beaucoup plus dans le souci de pouvoir assainir un peu le milieu universitaire, éducatif, mais beaucoup plus universitaire, parce qu'on n'est pas encore descendu dans les établissements avec les scolaires. Donc on est déjà avec beaucoup plus les universités. Et parce que vous pensez que la corruption est plus accentuée dans les universités que dans nous avions fait une étude de faisabilité donc avant de réaliser le projet. Et je pense que d'après les résultats de nos enquêtes, nos universités sont énormément corrompues aujourd'hui. Ça, je ne vous le cache pas et je ne mâche pas mes mots. Plus que les lycées. Je ne fais pas une comparaison entre les universités et les lycées, mais je veux vous dire, le domaine dans lequel nous nous sommes investis à travers notre projet ne pourront pas aujourd'hui, en fonction de nos moyens, couvrir à la fois les universités et les établissements. Donc nous avions voulu commencer avec les jeunes avant de passer donc aux pré-jeunes. J'appelle pré-jeunes ceux qui sont encore au niveau scolaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? Après, à la sortie donc de cette activité, on a réussi donc à toucher vraiment le fond. La quintessence du message a été cernée par le public. Et on a même déjà sur table un projet aussi dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais avec un logiciel qu'on appelle Ushaidi, qui va nous permettre donc d'enregistrer les différents cas de corruption dans nos milieux universitaires. C'est un logiciel avec des SMS, n'importe où vous êtes, vous pourriez donc nous joindre. Dès que vous décelez un cas de corruption, en même temps, vous nous envoyez un message. Nous, le message est directement enregistré sur notre site et on le capte, on l'analyse. Et ça nous permet donc de faire un classement annuel. Et peut-être que d'ici les mois à venir, si tout va bien et qu'on est soutenu financièrement, je voulais dire, nous allons revenir ici pour vous donner un tout premier classement, ce qui n'a pas encore été véritablement fait. Nous allons d'abord commencer par les universités et puis si tout va bien, nous allons descendre vers les tout petits, les pré-jeunes, c'est-à-dire dans les milieux scolaires, les établissements. Et là, nous allons faire un classement en fonction donc des différents messages reçus dans les différents milieux universitaires. Et vous aurez le classement vous-même qui sera publié sur la base donc, de nos enquêtes. Et vous voyez, c'est un logiciel de détection donc, du taux de corruptibilité donc, un peu partout en Guinée. Voilà une activité assez noble pour sans doute lutter contre la corruption en milieu universitaire. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez sur ce plateau Éric Tchédié, qui est le président de l'ONG Cercle National de Réflexion sur la jeunesse, alors branche Guinée. Également, M. Mathiam K. Mpaïka Tiernon, chargé de la communication de cette même ONG. Je reviens vers vous, M. Tiernon, pour dire quels ont été les impacts de cette activité, la caravane, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, sur d'abord les étudiants, parce que j'imagine que les étudiants étaient sur le terrain ce jour pour recevoir votre message, mais aussi les responsables de ce département d'enseignement supérieur cette fois-ci. Est-ce qu'il y a eu un impact positif sur les couches cibles qu'ils sont? Oui, si je pourrais dire, le même jour, lorsque l'activité se passait, parce qu'il y avait eu la présence de beaucoup d'étudiants qui étaient là sur place, et les questions et autres qui étaient posées à celui qui donnait la conférence étaient vraiment des questions qui étaient vraiment à l'ordre du jour. Et la jeunesse, on avait vu que la jeunesse guinéenne, à travers cette activité, avait reconnu que, d'une part, dans la corruption, cette jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Elle est impliquée d'une part. Et le corps enseignant aussi d'une autre part. Et aussi, un peu, on a la responsabilité de l'autorité qui est aussi un peu partagée dans cette tâche. Parce que la jeunesse, elle veut vite avancer, bien que n'ayant rien appris, elle veut avancer. Le corps enseignant qui est là, qui n'arrive pas à joindre le deux bouts avec son salaire, a besoin aussi de quelques pots de vin venant de cette jeunesse estudiantine. Ce qui fait naître un laisser-aller. Voilà, justement. Parce que le corps enseignant n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Et la jeunesse veut avancer. Elle n'apprend pas, mais puisque possédant des biens financiers, elle veut plutôt mettre ses biens pour acheter la connaissance, alors que c'est chose qui ne se fait pas. Et on croit que la jeunesse qui était présente ce jour avait bien compris le message, que c'est seulement avec le travail qu'on peut aboutir à quelque chose.
Alors, un mot sur l'impact de cette activité Il a et sur les étudiants. Il a quasiment tout dit, mon chargé à la communication. Seul le travail est libérateur. Nous avons donc reçu le jour-là comme conférencier. On avait eu l'honneur, le plaisir de recevoir le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, M. Falcon, je salue d'ailleurs au passage. Un homme véritablement averti et qui a su donner la conférence dans de très bonnes conditions. C'est l'une des rares fois que Kofi Annan donc abrite de ces genres de manifestations. On a été plusieurs fois appelés pour des messages de félicitations et d'encouragement suite donc à cette activité. Alors nous avons constaté, peut-être que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avions au moins réussi à atteindre à plus de 90% notre objectif en réalisant donc ce projet. Il y avait du monde, il y avait des étudiants qui étaient venus d'un peu partout. Il n'y avait pas que des étudiants de Kofi Annan, il y a d'autres étudiants qui étaient invités parce que nous avons ciblé pratiquement les plus grandes universités de la capitale qui étaient donc représentées. Les sessions culturelles et sportives étaient également là, les autorités compétentes, tout le monde était là. La première autorité d'ailleurs de la boîte aussi, monsieur le recteur, était également de la partie. Alors donc, nous avons véritablement touché le fond du message, c'est-à-dire seul le travail est libérateur. Évitons donc ce fléau, la corruption, qui ne nous mène absolument nulle part. Bien, on va dire donc que le résultat a été à 90% atteint et le feedback était positif. Parlant d'un de vos objectifs qui est la défense des droits de l'homme, en général, la défense des droits des jeunes. Alors, comment pensez-vous vous y impliquer? D'autant plus que c'est un terrain quelquefois glissant. Est-ce que vous pensez aussi que, en parlant de défense des droits des jeunes, c'est parler par exemple de la facilité de leur implication en milieu administratif ou dans les instances de décision? Quels droits des jeunes justement parlez-vous? Vous avez peut-être répondu en partie à votre propre question, c'est-à-dire faciliter l'insertion donc des jeunes dans les milieux ou dans le cadre de l'employabilité des jeunes, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les secteurs de la vie, vous prenez les différentes institutions, on constate que les jeunes sont véritablement marginalisés. Marginalisés pourquoi? Parce qu'on se dit que bon, voilà, il vient à peine de naître, on l'a vu grandir par là. Quelle capacité, quelle leçon il a à nous apporter, alors que nous, bon, on était là, on a déjà passé plus d'une vingtaine, trentaine, voire même une cinquantaine d'années là, et donc nous pensons qu'on n'a rien à recevoir de lui. On l'a vu grandir, je connais son papa, je connais sa maman. Voilà des messages qu'on entend, sans toutefois examiner cet aspect que nous envoyons des gens à l'école, c'est pour qu'ils soient instruits. C'est pour qu'ils aient un bagage intellectuel assez solide. Et c'est pour qu'ils puissent avoir des postes de responsabilité et démontrer leur savoir-faire. Mais si on ne leur permet même pas de pouvoir démontrer ce qu'ils ont acquis sur les bancs, et bien comment vous voulez alors qu'on parle alors du réveillon ou du réveil, non, même pas du réveil, mais l'éveil de la conscience des jeunes. Aujourd'hui, nous regrettons lamentablement que partout où vous passez, il y a très peu de jeunes en matière d'insertion dans le milieu d'employabilité. Il y a très peu de jeunes et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, nous, on est là pour, en tout cas, pas pour, comment l'appelle-t-on, imposer un chiffre donné à un gouvernement pour pouvoir les prendre en charge, non. Mais partout où nous sentons que leurs droits sont menacés, nous intervenons de façon légitime, légale, pour pouvoir donc les prendre en charge. Alors, monsieur le chargé à la communication, parlons finalement du mode d'organisation et de fonctionnement de votre structure. Parce qu'une bonne association, une bonne ONG, c'est comment est-ce qu'elle est organisée, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce que j'ai vu des ONG en fait, qui fonctionnent comme tout simplement un club d'amis. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que vous fonctionnez à l'interne? Oui, merci. Je crois que cette ONG en Guinée regroupe la majorité des jeunes africains qui se trouvent en Guinée. Elle ne regroupe pas seulement les Guinéens. Oui, que des Guinéens. Et l'exemple hier, le président était un Béninois et moi-même, le chargé à la communication est tchadien. Et les autres membres du bureau sont des Guinéens ou bien d'autres nationalités. Donc on peut dire que c'est une ONG panafricaine. Panafricaine, ouais. Voilà, qui est représentée ici en Guinée. On a la présidence, on a le président qui est la première personne de cette ONG. D'un bureau exécutif. Oui, du bureau exécutif. Ouais, du bureau exécutif en Guinée. On a le secrétaire général qui est là. On a la trésorerie. On a le chargé à la communication, le chargé aux relations extérieures, le chargé de projet
Et c'est en quelque sorte là la structure de l'ONG. La structure centrale. La structure centrale de l'ONG. Mais il faut savoir que cette ONG fonctionne grâce aux cotisations mensuelles des membres et aussi grâce à l'engagement que les membres du bureau ont. Parce que comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est du volontariat dans l'ONG. Donc, quand nous avons une activité, soit nous le finançons à partir de nous-mêmes, ou bien nous recherchons des partenaires qui financent l'activité pour nous. C'est ainsi que l'ONG fonctionne dans ce pays. Alors, Monsieur le Président, quel est le type de contact aujourd'hui qui existe entre vous, premièrement, et les autorités publiques? Je vais parler du ministère de la Jeunesse, mais aussi des ONG locales comme la vôtre. Bien. Est-ce qu'il y a de bonnes relations? Comment ça fonctionne entre vous? Voilà. Avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de compléter un peu la présentation donc, de l'ossature du bureau. Je le disais tout à l'heure, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la représentation nationale du CNRJ. Le CNRJ étant international, nous avons un bureau ou si vous voulez un conseil d'administration au niveau international qu'on ne peut ne pas présenter ici ce soir à nos téléspectateurs. Alors donc nous avons au niveau international le président, monsieur Frédéric Fapani, qui est donc le président international, c'est-à-dire l'association des CNRJ au monde est donc régie par lui et c'est lui qui préside exactement, dont le siège international se trouve à Paris, en France. Nous avons également, toujours dans le même conseil d'administration, le secrétaire général, M. Pierre-Yves Chiron, un responsable donc au pôle international, M. Jérémy Delaplagne, et une rédactrice en chef du nom donc de Audrey Gauthier. Ça c'est l'ossature du bureau international. Maintenant pour ce qui est du compte de la représentation ici en Guinée, nous avons un président du bureau exécutif, moi-même en personne, Eric Chédé. Nous avons un secrétaire général qui est aujourd'hui en déplacement, M. Bernardo Nodjitoulal Le Datoulombeye, je ne sais pas si je prononce bien, Mademoiselle Pétronille Agbodo Sindi comme trésorière générale, Mademoiselle Assatou Sall comme la trésorière générale adjointe, Monsieur Kanko Mamadi Kamara qui est donc le chargé aux affaires extérieures de l'association, Monsieur Madiam Tieno qui est donc juste à ma gauche ici, qui est donc notre chargé à la communication, en même temps le porte-parole donc du bureau exécutif. Nous avons également Monsieur Souleymane Kamara qui est donc le chargé donc à la rédaction des projets du bureau exécutif. Et enfin, mademoiselle Nadège Kounoudji, qui est la chargée donc à l'organisation et à la mobilisation donc, en plus de cela, est-ce qu'il y a une assemblée générale, c'est-à-dire les membres simples, membres sympathisants? Absolument. Malheureusement, je n'ai pas une copie de notre bulletin d'adhésion à présenter à nos téléspectateurs. Sinon, dès que vous téléchargez notre bulletin sur notre site ou notre page Facebook, vous allez voir qu'il y a plusieurs statuts au sein donc du CNRJ. Il y a des membres simples à la base qui ne participent que quand il y a véritablement une activité. Il y a aussi d'autres membres qui sont soit dans le bureau exécutif comité national que nous nous représentons ici ce soir, soit dans une cellule régionale. Tout à l'heure, mon chargé à la communication l'a dit, nous avons des représentations dans les 7 régions administratives de la Guinée. C'est vrai, toutes les représentations n'ont pas été véritablement ou officiellement installées, mais nous avions déjà quand même des représentations à Mamou, à Kindia et à Kankan. Et nous comptons donc progressivement élargir la chose sur les 7 régions administratives, étant donné que la cellule nationale donc, a son siège ici à Conakry. Alors, le rapport avec l'autorité publique, je veux dire le ministère de la Jeunesse, et puis si vous voulez encore le FONIJ, Fonds national d'insertion des jeunes, parce que j'ai l'impression que vous devez vraiment vous intéresser à ce fonds FONIJ, si vous parlez justement de la défense des droits des jeunes. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, nous avions déjà, depuis 2013, entamé des processus ou des conventions de partenariat avec la Direction nationale de la jeunesse. Donc, on a plusieurs fois été rencontrer le directeur national de la jeunesse depuis courant fin 2013. Et FONIJ a déjà accusé de par le passé 2 fois nos courriers. Donc, c'est vrai, on n'a pas encore véritablement eu de façon officielle un entretien avec le premier responsable en charge. Mais aujourd'hui, je crois qu'à travers les différents courriers qu'on a adressés,
à caractère à titre informatif si vous voulez, pour dire voilà une représentation du CNRJ qui est désormais présente en Guinée et voilà dans quel cadre nous investissons. Voilà donc des projets que nous avons avec un plan d'action détaillé. Je crois que Fonige aujourd'hui connaît bien l'existence de CNRJ. Mais voilà, mon chargé vous a dit un truc extrêmement important tout à l'heure. Il vous a dit que pour les 2 dernières activités, nous n'avons pas demandé un partenariat, un sponsoring venant de l'extérieur. Les activités ont été réalisées sur fonds propres. C'est-à-dire quoi? Nous voulons assurer une certaine autonomie financière et arrêter de tendre la main de l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Nous voulons être indépendants, autonomes dans tout ce que nous faisons. Ce n'est que seulement que nous allons paraître crédibles aux yeux donc des partenaires et un jour, si nous décidons donc de mener une activité que nous ne pourrions peut-être probablement pas subventionner, ils pourront dire, mais tenez-vous tranquille, ce sont des jeunes qui exerçaient déjà à fonds propres, pourquoi ne pas pouvoir les accompagner? Puisque financer, je l'ai déjà dit une fois sur votre plateau ici, c'est extrêmement difficile, surtout quand vous êtes une association de jeunes et que vous n'avez pas des pions bien placés dans les structures, vous avez du mal à pouvoir donc obtenir du financement. Voilà. Alors, un peu. Monsieur Mathiam, chargé à la communication, dites-nous quel contact justement existe, comment votre bureau en Guinée est apprécié du bureau mondial qui se trouve à Paris, parce que je sens que vous êtes dans une sorte de concurrence entre les autres cercles de réflexion du Mali, du Sénégal, de Guinée-Bissau, partout dans le monde. Est-ce que vous êtes plus proche du bureau de Paris? Est-ce que vous êtes bien apprécié du bureau de Paris depuis les activités que vous avez menées sur le terrain? Oui, justement, par rapport à la relation que nous avons avec le bureau de Paris, je crois que notre bureau est un jeune bureau, mais que nous sommes en train de mener des activités, comme l'a dit le président, sur fonds propres. Et toutes les activités que nous menons ici, à chaque activité, nous faisons un compte-rendu au bureau international qui a son siège à Paris. Et je crois que à venir dans la lancée, nous avons aussi une activité que le CNRJ veut vouloir mener, c'est-à-dire le lancement, disons, plus qu'officiel, avec l'invitation du président international du Cercle national de réflexion sur la jeunesse, qui va se déplacer de Paris pour venir participer à cette activité que nous sommes en train de vouloir mener. Donc je crois que la relation entre CNRJ Guinée et la base qui se trouve à Paris est une bonne relation. D'accord. Alors enfin, parlons de vos perspectives en quelques mots, puis après des critères d'adhésion. Voilà, une autre chose, permettez-moi aussi de le dire rapidement. Tout à l'heure, j'ai fait la présentation du bureau exécutif, mais je dois aussi noter quelque chose, c'est-à-dire ce que nous appelons des commissions d'épaulement. Pour tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui et qui voudront donc nous avons quelques 5 minutes. Partager nos idéaux au sein du CNRJ. Nous avons 3 commissions d'épaulement véritablement actives au niveau du CNRJ, notamment la commission Club Journal qui s'occupe de la rédaction des articles de façon mensuelle que nous envoyons au niveau du siège international et qui est publié dans un journal dénommé le Speculum Universalis et qui paraît donc chaque fois, une fois par mois, donc un mensuel. Nous avons également une commission marketing et distribution des produits CNRJ, une commission active également qui s'occupe donc des produits propres au CNRJ, donc confectionnés par le CNRJ et vendus au public dans le cadre d'accroître la cote de visibilité et également renforcer un peu l'autonomisation de la situation financière donc de l'association. Nous avons également une dernière commission, la rédaction des projets, parce que nous avons constaté que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas très bien s'investir dans la rédaction des projets, donc nous avons une commission spéciale dans ce sens. Alors, pour revenir un peu à la question qui m'a été posée. Perspective, rapidement. Nous avions, je ne sais pas, monsieur le chargé à la communication a marché un peu sur ma langue. Nous avons un projet extrêmement important, notamment l'invitation du président international